grand merci à vous tous, bien sûr, et peut-être en particulier aux 3 membres de l'Académie Alphonse Allais qui ont accepté de parrainer celui que nous honorons ce soir. À savoir René de Obaldia de l'Académie française, alors certes de l'Académie française, mais comme il aime à se présenter quand il est avec nous, je dirais de l'Académie Alphonse Allais et accessoirement de l'Académie française. Monsieur Claude Lelouch, fidèle ami, qui nous a souvent dit qu'il ne riait vraiment et sincèrement qu'en notre compagnie. On l'en remercie. Et Philippe Geluck, que nous sommes ravis de voir ce soir, qu'on ne voit pas assez souvent. C'est un reproche amical, mais on ne le voit pas assez souvent. Et on attend toujours ce dessin sur le chat noir, naturellement, qui était quelque chose d'important pour notre ami Alphonse Allais. Donc on attend ce dessin peut-être à la fin de la cérémonie. Cher Jean-Claude Carrière, je dois vous livrer une confidence. Si je préside cette association alésienne depuis 12 ans, je n'ai jamais été un professionnel du monde de la littérature ou du spectacle. Je suis issu de la société civile, des lecteurs et des spectateurs. Et figurez-vous que j'ai dirigé pendant 25 ans un groupe spécialisé dans le conseil en ressources humaines, à savoir le conseil en gestion de carrière. Et à ce titre, je puis vous confirmer que vous avez su conduire la vôtre, sans aucun doute, avec beaucoup de talent. Je tiens à saluer l'important travail effectué par Xavier Jaillard, porte-parole de l'Académie Alphonse Allais, qui a organisé et qui va animer l'événement de ce soir. Alors je lui cède la tribune. Et je sais qu'il en fera bon usage. Et je vous souhaite une bonne soirée. 3 minutes pour chaque intervenant. Voilà. Merci, Xavier Jaillard. Jean-Claude Carrière, si vous voulez bien vous avancer jusqu'au podium d'honneur, vous pouvez? Oui, vous pouvez? Je dois pouvoir, oui, bien sûr. Non, ne bougez pas. On est entre nous. Je m'assieds, Oui, je vous en prie. Cher Jean-Claude Carrière, quelle joie de vous accueillir ce soir devant cette noble assemblée. Enfin, quelle joie pour les autres, parce que pour moi, en tant que porte-parole de l'Académie, j'ai pour mission de prononcer du discours de réception des nouveaux académiciens. Et comme vous le savez, un discours d'intronisation, ça consiste toujours à faire le panégyrique de l'impétrant. Alors, quand on le connaît bien, c'est pas un problème, mais quand on ne le connaît pas, il faut se documenter et puis faire l'éloge de la personne en se référant à tous les éléments de biographie qu'on a pu trouver. Et quand on ne trouve rien, c'est très compliqué. En tout cas, j'aurais fait de mon mieux. Cher Jean-Claude Carrière, toute votre vie est une longue suite de victoires. Et ces victoires sont le fruit de votre qualité première, fondamentale, votre incroyable, votre permanente, votre obsessionnelle, je dirais votre pathologique volonté. Vous avez voulu naître dans le sud de la France et vous y êtes né. Ayant décidé d'être d'abord un enfant puis un adolescent, vous vous êtes tenu à ce choix sans défaillance. Dès la fin de l'adolescence, l'idée vous vint alors d'entrer dans l'âge adulte et vous y êtes entré, vous le faites. C'est à cette époque que vous envahit l'impérieuse vocation qui dirigera désormais votre avenir, la comptabilité. Grâce à vos dons naturels pour les mathématiques et le calcul mental, vous entrez par la grande porte dans les services administratifs de la Poste, où vous resterez toute votre vie. Une vie qui s'égrène lentement en heures grises, dans le bureau poussiéreux que vous n'avez jamais quitté et dont la petite fenêtre condamnée donne sur l'angle de l'avenue Émile Zola et de la rue des Quatre Frères Peignot. Mais vous êtes au fond un aventurier, un éternel voyageur, et vous ne manquerez jamais, durant vos 37 années d'activité professionnelle, de partir à la découverte du monde. 15 jours chaque été à Cabourg, 15 jours à Noël chez votre beau-frère à Melun. Cependant, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est jalonnée d'épreuves que vous surmontez l'une après l'autre.
comme la mauvaise varicelle contractée sous Mitterrand, qui vous arrêtera toute une année, ou cette grippe chronique qui vous contraignait à poser un arrêt de travail de 8 jours presque chaque mois. Et je ne citerai pas les brimades ni les vexations infligées par votre sous-chef de bureau, qui vous a envoyé acheter pour lui, en plus de l'encre violette et des plumes sergent-major, des cachous bézuquets, vous qui ne supportez que les cachous la jaunie. Et vous ne savez pas tout. Eh bien, en dépit de tout cela, surdoué que vous êtes, vous parvenez à la surprise générale à cumuler la totalité de vos points retraite 2 ans avant tout le monde et à goûter un repos bien mérité dès l'âge de 56 ans. Oui, à la Poste, à cette époque-là, c'était 58. Croyez-vous, chère assistance publique, c'est vous, hein, l'assistance publique, croyez-vous que cet âge avancé mette pour autant un terme aux débordantes activités de Jean-Claude Carrière? Non, mesdames et messieurs, il reste l'homme de tous les défis, et les victoires s'accumulent. Finaliste au concours de pétanque de Colombières-sur-Orbe, premier accessite de poésie aux Jeux floraux de Clermont-Lérault, pour sa magnifique interprétation du poème « Jolie maman, c'est aujourd'hui ta fête ». Grand prix de pêche à la friture au lac du Salagou. Il est aussi finaliste de la fameuse belote coinchée de Bédarieux et du nombre d'œufs durs avalés pendant les 12 coups de minuit à Pézenas, comme Molière. Oui, alors là, je me pose une question sur mes sources d'information, parce que j'ai trouvé toute cette bibliographie sur Wikipédia. Mais il y a plusieurs Jean-Claude Carrière, c'est un nom assez répandu, et j'ai un doute. Ai-je choisi le bon? Parce que il y en a un autre, figurez-vous, qui est donné pour auteur, comédien, romancier, homme de théâtre, scénariste. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Mais si c'était le cas, si vous étiez cet artiste-là, alors j'aurais, monsieur Carrière, un service à vous demander. C'est tout à fait personnel, et vous, alors là, dans le public, vous pouvez parler entre vous, hein. Ça ne vous regarde plus. Je prends ma page. Faut que je vous explique. Voilà, j'ai écrit un roman. Enfin, modeste, hein, modeste. Mais tout de même, hein, j'ai signé de mon pseudonyme Paul-Émile Rabluchon, et il est paru dès 1979 aux éditions Rabluchon. L'histoire est assez originale, je peux vous la résumer en 2 mots. C'est l'histoire d'une femme mariée à un vigile de nuit. Elle s'ennuie donc tous les soirs, forcément, et elle finit par tomber amoureuse de son voisin de palier. C'est très stendhalien, hein, vous voyez, il y a du Madame Bovary là-dedans. Et la fin est très dramatique, puisqu'un jour de grève, le mari rentre plus tôt que d'habitude. Mais je ne vais pas vous dévoiler la fin, vous la lirez vous-même. Le roman s'intitule « Meurtre au 3e étage ». Enfin, pour tout vous dire, j'aimerais assez que mon œuvre soit portée à l'écran. Alors, si vous êtes le Jean-Claude Carrière scénariste, je vous demanderai de bien vouloir l'adapter pour le cinéma. Je ne sais pas si vous mesurez la chance que je vous donne, d'autant que je vous concéderai volontiers une petite partie de mes droits, et comme nous sommes ici à la SACD, justement, nous pourrions signer dès maintenant. Ah oui, j'oubliais. Si vous êtes ce Jean-Claude Carrière-là, évidemment, il faudrait que je recommence mon discours et mon panégyrique. Que je parle non plus de la Poste, mais de Jacques Tati, de Pierre Etex, de Louise Buñuel, de Louis Malle, de Milos Forman, d'André Vajda, de Volker Schlöndorff, de Jean-Paul Rapneau, d'Atik Rahimi, de la ville de Valladolid en Espagne, du Dalai Lama, de l'Inde, de Peter Brook, même de la paix dans le monde et dans nos âmes égarées. Mais ça nous entraînerait trop loin. Je ne sais pas si ça intéresserait les gens. Et puis, je ne sais même pas si ça vous intéresserait vraiment, vous. Parce que les gens, eux, ils aiment les chefs-d'œuvre impérissables, les grandes idées philosophiques, tandis que vous, ce que vous aimez, et cela, je le tiens de source sûre, ce que vous aimez, ce sont les clowns. Pour conclure dignement, il faut tout de même que je revienne à un peu de sonalité, et c'est pourquoi je vous dis... Entre ici, Jean-Claude Carrière, avec ton terrible cortège de clowns mélancoliques, de tendresse et de rêve, et bienvenue dans ton académie. Alors maintenant, je vais laisser la parole à vos parrains.
Et je vais commencer par votre parrain de littérature. Je voudrais préciser une chose. Oui, Une petite je vous en chose prie. que vous avez oubliée dans ma biographie. Mais je vous jure que c'est vrai. J'ai lu un jour ce petit entrefilé dans Le Monde. Pour protester contre sa mutation arbitraire, Jean-Claude Carrière poursuit sa grève de la faim à Montélimar. Je vous jure que c'est vrai, mot pour mot. C'était dans quoi? Dans Le Monde. Alors, je vais passer la parole tout en restant assis à côté de notre doyen, qui est le doyen de l'Académie, de l'Académie française, mais pas le nôtre. Parce que nous, on a mieux que ça. Alors, en l'honneur de Monsieur Carrière et pour la Non, non, d'abord, je dois dire, je suis très heureux d'être parmi vous. Mesdames, messieurs, merci d'abord d'être là, bien sûr. Et vous savez, Jaillard a dit tout ce que je voulais dire, il l'a déjà dit. C'est un peu ennuyeux pour moi, mais je vais quand même peut-être insister. Et je vais vous lire donc ce que j'ai commis. Cher Jean-Claude, c'est pour moi un plaisir de vous introduire à l'Académie Alphonse Allais et naturellement de dire le plus grand mal de vous. Mais à qui m'adressais-je? En songeant à vous, à votre multiplicité, il m'est venu à l'esprit le roman de Pirandello, 1, personne et 100 000. Son personnage est tout cela à la fois. Oui, à qui m'adressais-je? À l'écrivain, au scénariste, au conteur, au voyageur, à l'explorateur du Mahabharata, mais aussi à l'acteur et au réalisateur. Ainsi que le personnage de Pirandello, vous brillez par votre ubiquité. Je rappelle tout de même que vous avez collaboré avec Peter Brook, Umberto Eco, Pierre Étex, Kundera, Louise Buñuel, Milos Forman et autres esprits éminents, et que vous avez reçu sans rougir main prix et distinction. Mais parmi toutes vos fulgurances, il vous manquait d'être membre de l'Académie Alphonse Allais et de marquer ainsi votre inclination pour l'humour que nous savions déjà, mais voilà qui est fait. Et comme il est de tradition à la fin du discours de réception dans l'autre académie dite française, dont je suis hélas le doyen, je dirais pour terminer, Monsieur Jean-Claude Carrière, soyez le bienvenu parmi nous. Deuxième parrain que j'annonce, c'est le parrain pour l'image, et j'appelle Philippe Geluck. T'es encore là? Merci. Attention à ce que tu diras. Et pourquoi fallait-il que ça tombe sur moi? Prononcer l'éloge entume du plus grand romancier, dramaturge et scénariste des XXe et XXIe siècles, sous le regard du maître incontesté des XIXe et XXe, fait peser 4 siècles sur mes épaules. Après avoir griffonné, puis biffé, un trop facile, Jean-Claude Carrière, nous allons ce soir célébrer votre carrière, déjà grillée par le président de l'Académie, comme je m'en doutais, puis un trop ronflant, entre ici Jean-Claude Carrière, que ce salaud de Jaillard m'a piqué, je l'appelais au téléphone pour lui demander de me confirmer s'il acceptait vraiment cette décoration de pacotille. Lui, qui mérite un fauteuil, que dis-je, un divan à l'Académie française, 2 ou 3 Goncourt, un dimanche entier chez Drucker. Annie Cordy en a déjà eu 3. Et le Nobel de médecine pour nous avoir fait tant de bien à l'âme. Que lui prenait-il d'accepter cette médaille en aluminium à peine recyclée, attribuée par une confrérie de bras cassés comme la nôtre? Et il me répondit de sa belle voix grave, paraphrasant Montaigne évoquant la Boétie, parce que c'est aller et que nous lui devons tant. Le silence qui suit une phrase de Jean-Claude Carrière est toujours de Jean-Claude Carrière. Comme il n'y avait rien à ajouter, je n'ajoutais rien. Bienvenue, cher Jean-Claude, à l'Académie Alphonse Allais, qui s'honore de t'honorer. Et permets-moi, par la même occasion, de te remettre à titre anticipatif les insignes de grand commandeur de l'Académie du Chat, dont j'ai orné
le revers de cette médaille. Cette académie n'existe pas encore, mais au moins, je te fais gagner une soirée et un aller-retour à Bruxelles pour le jour où tu y serais adoubé. Vive Alphonse, vive Jean-Claude et vive la France! Et 3 parrains. C'est bien fait pour vous, hein, il fallait écrire moins. Le 3e parrain, c'est le parrain du cinéma, j'appelle Claude Lenouche. D'abord, je vais commencer par l'embrasser. Et on finira aussi. Alors, derrière tout ce que je viens d'entendre, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux simplement parler avec ma spontanéité et mon cœur. Voilà. Alors, bon, il a fréquenté les plus grands metteurs en scène du monde, tous, sauf un, Claude Lelouch. Et ça, voilà, il n'est pas trop tard. C'est pour ça que je t'ai embrassé tout de suite. Et c'est vrai que quand j'ai vu, parce qu'il boxe dans toutes les catégories, il a boxé dans toutes les catégories, il a plusieurs ceintures de champion du monde. Hein, et tu sais à quel point j'aime la boxe, c'est pour ça que je me permets cette petite métaphore. Voilà. Alors voilà, cet homme, comme dirait Lucchini, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Je pense que c'est un honneur pour cette Académie Alphonse Allais que j'aime de plus en plus que tu sois parmi nous. Voilà. Alors moi, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Ce que j'aime chez les artistes, c'est quand ils ressemblent à leurs œuvres. Sinon, pour moi, il y a du trucage. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude à Nîmes pendant 3-4 jours. On y faisait un hommage à certains de mes films. Et en parlant avec cet homme, j'ai vu qu'il ressemblait vraiment à son œuvre. Donc c'est un vrai et un grand artiste. Voilà. Et comme je n'aime que les grands et les merveilleux artistes, je crois que nous sommes les chouchous du bon Dieu. Voilà. Je te souhaite la bienvenue parmi nous. Voilà. Merci, Claude. Alors ça c'est très important. Vous assistez à un moment très important. Les appareils photo marchent, les caméras tournent. Vous n'allez pas rater ce moment parce que ça c'est du très très lourd. Voilà. Attendez, une seconde, j'ai pas encore... Oui, s'il vous plaît. Il faudrait que les 3 parrains... Peut-être 2, parce que le 3e, à mon avis. Mais on peut se rapprocher. Attends, on va se rapprocher du 3e parrain. Tiens, voilà. Oui, non, mais voilà. Vous montez? Allez. Oh, ben voilà. Voilà, alors pour ce très très grand moment, je ne plaisante pas, là je suis dans le premier degré, je n'ai pas du tout envie de faire rire, et tu vas voir qu'ici, on est dans l'humour, on est dans le rire, on n'est jamais dans le ricanement. Jamais. C'est pour ça que j'aime ça. Bienvenue chez toi. Merci à tous. Si j'ai droit à 3 minutes. Oui. D'abord, merci à la SACD. Dans cette salle, je suis venu souvent comme administrateur. Je ne m'attendais pas à me retrouver un jour sur une estrade à côté d'une harpe. Donc, merci à vous tous, bien sûr. Mais je voudrais dire un mot quand même de celui au nom de qui nous sommes ici. Je voudrais dire un mot d'Alphonse Allais. Parce qu'il habite mon quartier, je le vois de temps en temps. À l'auberge du Clou, où je vais assez souvent, j'habite à 50 mètres de l'auberge du Clou. Il est là, dans un coin, toujours. Il écrit un conte par jour. C'est un homme grand, beau, une allure de viking. Il n'a pas changé depuis ce temps-là. De temps en temps, nous échangeons un signe de tête, ce qu'on appelle un signe de reconnaissance. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai longtemps vécu. J'ai écrit sur lui, j'ai lu son œuvre plusieurs fois et
je pourrais vous en citer des passages. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que sous son apparence de nonchalance, il a écrit autant que Balzac. Et il est mort au même âge, à 51 ans. C'est-à-dire que c'est un auteur considérable qui a envoyé des textes partout dans le monde, pas seulement aux journaux français. On découvre encore aujourd'hui des textes d'Alphonse Allais. Et c'est pourquoi je suis vraiment très très heureux de faire partie de cette académie, comme on dit, l'académie Alphonse Allais. Et je rappelle un de ces mots que j'aime beaucoup, j'aime mieux, je préfère aller hériter à la poste que d'aller à la postérité. Non, donc j'en suis à peu près là. Et je crois que nous pourrions terminer là-dessus. Parce que si je commence à vous réciter les mots d'Alphonse Allais, nous en avons pour jusqu'à demain matin. Allez, alors encore un. Oui, on aura beau dire et beau faire. Plus on ira, moins il y aura de centenaires qui auront connu l'empereur. Hélas, plus j'espère que plus on ira et plus il y aura de centenaires qui auront connu Alphonse Allais. Voilà. Merci à tous. Cher Jean-Claude, on vous remet également la plume d'argent. La plume d'argent Alphonse Allais, qui est en effet indispensable, qui a été tiré à 200 exemplaires. C'est le 3e ou le 4e exemplaire là que vous avez. Merci infiniment. Que dire? À table? Non, pas encore. Je pense que Jean-Claude, peut-être que vous restez assis là pour les gens qui vont venir vous dire un mot. Ne quittez pas. Allez, on va faire une photo dehors. C'est beaucoup. Je vais enchaîner d'ici. Cher Jean-Claude Carrière, vous voici donc membre de l'Académie Alphonse Allais. C'est votre épouse, Nahal Tajadad, qui doit être fière de vous. Hein. Et nous aussi, nous sommes fiers d'elle. Cette femme de lettres iranienne qui est venue en France apprendre le chinois. Il faudra qu'on m'explique. Alors, nous avons... Oui. Est-ce qu'on peut faire une ovation, s'il vous plaît? À Nahal Carrière. Alors, je voudrais, dans tout ce que vous faites, vous apporter un petit élément qui vous rappelle vos différentes activités. Et maintenant, cher Jean-Claude, oh, pardonnez-moi, je vous ai appelé par votre prénom. Vous me permettez cette familiarité? Merci. Et bien maintenant, Jeannot, je voudrais qu'on évoque en quelques instants vos rapports avec quelques-unes des formes de la création artistique qui vous touchent. Alors, j'avais prévu de commencer par la musique. Est-ce que M. Vizorek est là? Monsieur Vizorek, s'il vous plaît. Nous avons préparé quelque chose pour vous. J'ai un petit talent de musicien. Entrez donc. D'abord la musique, parce que la musique, il y en a dans tout ce que vous faites. La musique fait vivre une séquence de film, elle est le chant d'un texte de théâtre, elle est dans le phrasé d'un roman, même dans un dessin, il y a de la musique. C'est le langage universel. Nous allons donc vous offrir une courte pièce de musique. Il s'agit de la première gymnopédie d'Éric Satie. Ce choix est d'évidence, car vous n'êtes pas sans ignorer, je le dis au sens propre, hein, vous n'êtes pas sans ignorer, c'est-à-dire vous ignorez sans doute que Éric Satie et Alphonse Allais non seulement sont nés dans la même ville de Honfleur, mais qu'ils ont grandi dans la même rue, bref, ils étaient copains. Mais nous n'avons pas de piano.
Et de l'autre côté, il est sous une housse. Alors nous avons trouvé une version de la première gymnopédie adaptée par Claude Debussy, évidemment, hein. Une version pour harpe et cymbales. Et pour l'interpréter, je vous présente, lève-toi, je vous présente Céline Mata, prix du Conservatoire national de Paris, et Alex Vizorek, cymbaliste d'occasion à la Foire du Trône. Alors, nous vous écoutons. Alex, on va peut-être commencer par la partition de harpe, puis on jouera la tienne après. Hein? D'accord? Merci. Merci. Céline, on vous écoute.
Merci beaucoup. Bravo. Monsieur Carrière, il nous faut évidemment évoquer vos rapports avec le théâtre. Et pour ce faire, le meilleur moyen est de vous offrir une courte prestation d'un spectacle qui vous concerne. Alors, pour honorer et illustrer votre travail de dramaturge, nous avons fait appel à un comédien prestigieux, Grégory Baquet, que j'appelle sous vos applaudissements. Grégory Baquet est le fils de Maurice Baquet, qui, comme vous, était un grand ami de Robert Doisneau. C'est un homme de cinéma, Grégory Baquet, de télévision et surtout de scène. Molière de la révélation masculine il y a 3 ans, interprète des Cavaliers de Joseph Kessel, une pièce qui a reçu le Molière du meilleur spectacle privé l'année dernière, et c'est donc à lui que j'ai demandé de dire pour vous un texte de son choix. C'est donc à moi. Oui. Merci. Monsieur Carrière. Qui d'autre, bien sûr, était aussi bien placé que moi pour parler de vous, puisque nous ne nous connaissons absolument pas. Mais je remercie Xavier d'avoir pensé à moi. Je voulais juste revenir sur une toute petite chose de votre œuvre, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. Je voulais vous parler du Mahabharata, qui me touche particulièrement. Oui, mais qui, en tant que comédien, est une vignette. Exactement. Ce grand poème fondateur de la mythologie et de la philosophie hindoue, qui raconte la vie de Krishna, 8e avatar de Vishnu. Vishnu, qui, comme le rappelait le penseur français Pierre Dac, s'opposait à Dieu Shiva, Shiva la guerre et Vishnu la paix, bien évidemment. Alors, certes, cette épopée nous a été transmise par vous et par Peter Brook en français et en anglais, mais dans une version très courte, quelques heures à peine, puisque le poème original, lui, se compose de 80 000 strophes, en tout 250 000 vers. Donc vous savez tous que chaque vers fait 32 syllabes, partagées en 2 hémistiches, de 16, les chokas, eux-mêmes coupés en 2 padas de 8 pieds chacun, mais je vous apprends rien, tout le monde sait ça. Je vais donc vous interpréter l'intégralité de ce poème, et cela dans sa version sanskrit. Alors, donc, page 1. On va essayer. Hein. Alors, donc je commence. Oui, alors je lis très lentement parce que l'œuvre est en sanskrit épique, la langue littéraire sacrée, pas l'hindi vulgaire de tout le monde pour acheter des choux-fleurs, bien évidemment. Le sanskrit épique se lit avec solennité. Alors là, je répète la phrase, bien sûr, car le sanskrit épique se redouble traditionnellement pour que l'auditeur se pénètre de l'idée sacrée. Donc, pourquoi es-tu si triste? Je vous traduis si vous n'allez rien comprendre. Hao Tseti, viens maintenant. Na e mati chevu. Merci beaucoup Grégory Baquet. Si vous voulez bien, je vous propose d'aller terminer la lecture dans la serre à côté. Et bien évidemment. On viendra vous écouter volontiers. Bonsoir. Alors, na mati c'est tout chez vous. Il y a une phrase du Mahabharata lui-même dans le poème qui dit « Tout ce qui est dans le Mahabharata est ailleurs. Ce qui n'y est pas n'est nulle part. » Super. Merci. Vous le savez mieux que personne, on ne peut rien faire, rien écrire, rien créer que l'on ait d'abord rêvé. Le pouvoir du rêve est absolu. Il ne se partage pas. Il reste en nous. Or, nous avons choisi ce soir de ne pas vous citer, vous, non parce que quand on fait ça, les gens retiennent la citation, après ils croient vous connaître, ils n'achètent plus le bouquin, ça fait du manque à gagner, et c'est pas la SACD qui me démentira. Il me fallait donc trouver un autre rêveur, un peu fou,
et complètement égocentrique. Ça m'a pas été difficile, on a ça dans le catalogue des académiciens. Il est avec nous, je vous l'appelle, Grégoire Lacroix, veux-tu venir s'il te plaît? Grégoire Lacroix, l'auteur des fameux euphorismes de Grégoire. Merci. Cher Jean-Claude Carrière, Xavier Jaillard m'a demandé de vous dire quelques mots. Et voilà qui est fait. Il est dans le micro. Avant de conclure, je voudrais cependant préciser qu'il m'avait aussi demandé d'aborder des sujets tels que la philosophie, le rêve et les femmes. Constatant que les philosophes passent leur temps à chercher des clés pour des portes qui n'ont pas de serrure, je suis passé directement au rêve dont vous avez dit à juste titre qu'il est une vraie victoire sur le temps. Puis-je ajouter que pour moi, il est aussi la résidence secondaire de l'âme quand elle s'estime quotidiennement mal logée. Nous sommes donc d'accord sur le fait que l'on ne meurt pas d'une overdose de rêve. Quant aux femmes, vous avez lors d'une interview déclaré « J'aimerais bien que les femmes prennent le pouvoir de temps en temps ». On ne peut qu'être d'accord. Mais comme il y a des questions qui n'ont pas de réponse mais font admirer ceux qui les ont posées, je me risque à en poser une. La controverse de Valladolid n'est-elle pas la traduction masquée, voire inconsciente, d'une plaidoirie pour la cause féminine? Parce que des questions telles que les Indiens ont-ils une âme? Les Indiens sont-ils des êtres humains? Les Indiens ont-ils le droit de refuser la chance qui leur est offerte d'un travail non rétribué quand le bonheur de l'homme est en jeu? Oui, ces questions ne deviennent-elles pas d'une brûlante actualité si l'on remplace le mot indien par le mot femme, démasquant ainsi votre ferveur féministe? Vous n'êtes pas obligé de répondre en public. De toute façon, quand la vérité fait tomber les masques, on lui demande toujours de s'excuser. Je n'en dirai pas plus, car mon propos est en réalité de vous dire combien nous sommes fiers et heureux de vous accueillir parmi nous, car, vous l'avez démontré 1000 fois, vous êtes comme nous conscients que l'humour est à l'existence ce que la rampe est à l'escalier. Voilà. J'ajouterais peut-être et vice-versa. Et pour reprendre ce que vous disiez au début, j'avais écrit une fois, mais je l'ai utilisé nulle part, ce très court dialogue. Dis-moi quelque chose. Quelque chose. Jean-Claude Carrière, votre travail pour le cinéma est énorme. Je ne peux même pas aborder le thème, on n'en sortirait pas. Et puis c'est un travail de spécialiste de commenter le cinéma, d'interviewer quelqu'un comme vous. Moi, je pourrais vous poser des questions très pertinentes sur votre vie de scénariste. Par exemple, avez-vous collaboré au scénario de « On se calme et on boit frais à Saint-Tropez » de Max Pécasse? Non, hein? Ou bien, vous est-il arrivé d'essayer d'influencer la distribution d'un film en imposant une amie comme Léa Salamé dans Belle de jour? Mais ces questions-là ne concerneraient que moi. Pour intéresser le grand public, il y a des critiques dont c'est le métier. Et justement, dans l'association des Amis d'Alphonse Allais, nous en avons un qui s'est penché sur votre œuvre. Accueillons Philippe Persson, du Monde diplomatique et de Froggy's Delight. C'est le moment du cousin de province, hein. C'est le fameux cousin de province. Alors donc c'est des films qui vont vous parler. Alors le Mahabharata, Peter Brook, si tu as besoin d'un A pour ton entrée à l'Académie AAA, je suis là. Yo-Yo, Pierre et Tex, comme Pierre, tu sais que la vie c'est ça, des yo et des bas. Et qu'après yo, il y a yo, chapeau. Sauf qui peut la vie, Jean-Luc Godard. Un jour, Godard a eu une idée. Tiens, dit-il, si j'avais un scénario pour faire un film. Depuis, les universitaires se battent pour savoir ce qu'il y a de lui, ce qu'il y a de toi dans moi.
La Voie lactée, Louise Buñuel. Tout, vous saurez tout sur l'hérésie. Avec Don Luis, vous avez été les Pierre Perret de la religion. Si Dieu existe encore, c'est un peu grâce à vous deux. La controverse de Baladoïde, Jean-Daniel Vergag. Excuse-moi, je ne suis qu'un téléfilm, mais je vaux des tas de films filmés télé. Je te remercie de m'avoir offert Jean Carmet dans son meilleur rôle. Il avait les soutanes gouléantes comme un Saint-Amour. Ce soir, il entre ici avec toi, avec ses grands crus. Les fantômes de Goya, Milos Forman. Personne ne m'a vu. Je suis un mal-aimé et pourtant un très bien écrit, joué et filmé. Si on m'évoque à ton intronisation, je sais que je vais plomber l'ambiance. Tant pis, je suis les fantômes de Goya et je suis fier de toi. Cyrano, Jean-Paul Rapneau. Vous êtes quand même gonflés, vous les gens de cinéma. Signez le scénario de Cyrano, de Bouvard et Pécuchet. Et pourquoi pas scénariser la Constitution française? Ah non, ça c'est du Macron. Le tambour, Volker Schandorf. Avec Volker, ton copain palmipède, pardon, Palme d'Or, je vous félicite. J'étais aussi inadaptable que Proust ou que le roi des aulnes, et vous nous avez adaptés tous les trois. Un fameux dégrassage. Avec toi, le cinéma, c'est de l'alchimie. Avec 500 pages écrites en tout petit, on obtient 2 heures projetées en tout grand. L'ombre d'une femme, Philippe Garrel. Paraît que je suis le dernier de la liste. Et tu m'épates. Tu as travaillé avec des flamboyants comme Louis Malle et tu as servi formidablement Philippe, sa pénombre, ses compteurs électriques au fil dépendu, ses tignasses sans shampoing. Commencer en novélisant les vacances de Monsieur Hulot et finir avec Garrel, ça c'est une carrière, une sacrée carrière. D'abord, un petit mot pour Philippe Garrel, parce que nous recommençons à travailler après-demain. Nous avons fait un second film qui va sortir en septembre, et je travaille aussi avec son fils Louis. Donc je suis très garrelisé en ce moment, vous voyez. Et puis un petit souvenir pour Jean Carmet, et dans la controverse de Valladolid, à la fin du film, il m'a dit « Quel dommage que ma mère soit morte. Elle ne m'a vu jouer que des curés de campagne, et là j'étais un cardinal. » Ce qu'on connaît le moins de vous, cher Jean-Claude Carrière, c'est votre talent de dessinateur. Si l'on disposait d'un vidéoprojecteur, il serait facile de compenser l'ignorance crasse de l'assistance publique ici réunie, mais on n'en a pas. Alors on a demandé à notre académicien illustrateur de service, Claude Turier, de vous rendre hommage à sa manière. Je vous présenterai bien ce grand dessinateur humoriste, mais il le fera lui-même, c'est un extraverti. Mesdames et messieurs, Claude Turier. Merci. Alors je vais faire mon Xavier Jaillard et je vais donc vous parler de ma carrière de dessinateur. Non, pas du tout. Il est vrai que vous avez commencé comme dessinateur. Voilà, je l'ai lu. Et ce qui est formidable, c'est que moi, quand j'ai commencé mon métier, c'était exactement la même chose. On allait poser nos dessins, sachant pas combien on en prendrait, avec des copains qui allaient regarder dedans. Oui, tout à fait. Il nous est arrivé la même chose le temps où il y avait encore des journaux. Donc, j'ai voulu, au lieu de faire un long discours, vous faire un petit Mickey, un petit dessin, qui va évoquer cet instant de votre toute neuve carrière débutante de dessinateur. Et donc, j'ai réalisé ce dessin d'un jeune Jean-Claude avec son carton à dessin. J'ai lu quelque part que Doineau vous avait dit que quand on vieillissait, on ne voyait que l'ensemble et qu'il fallait lutter pour voir le détail. Ça, je peux vous raconter ça, c'est intéressant. Et donc, vous n'aurez pas besoin de lutter pour regarder le détail de mon dessin. Vous y retrouverez vos 2 amis, Tati et Yo-Yo et Pierre. Et puis aussi, j'ai rajouté un petit jeu d'enfant, parce que j'ai fait beaucoup de jeux dans ma carrière de dessinateur, qui est ce qu'on appelle des points à relier. Vous avez dit, je crois, quelque part, que la vie était comme ces jeux d'enfants où on relie des points, où un dessin arrive caché derrière. Voilà, donc petit détail. Oui, bien souvent, on n'y arrive pas. Donc un petit détail, et qui, voilà, ça c'est ce petit cadeau d'un dessin original pour vous. Et puis, vous avez commis, si je puis dire, avec l'ami Etex, un merveilleux ouvrage sur l'Empire, sur le petit Napoléon illustré. Et moi-même, j'ai illustré avec l'ami Jean-Pierre Collignon, lui aussi académicien, ce sacré Napoléon que je me permets de vous offrir. Merci infiniment. Et voilà.
c'est très gentil. On va le poser derrière, si vous plaît. Ça va vous. Voilà, on va les mettre là. Voilà. Oups. C'est ça qui est terrible avec les dessinateurs. Ils en ont pour un quart d'heure à chaque fois. Et encore, j'ai pas amené mon carton à dessin de 3 mètres. Hein. On posait les dessins sur les grandes tables. On attendait quelques jours, puis on les comptait pour savoir si quelques-uns avaient été choisis. Et il n'était pas rare de voir des dessinateurs connus. Ça m'est arrivé à lui, notamment. On les laissait dans l'armoire et quelques dessinateurs venaient regarder ce qu'il y avait dedans. Mais le fait à l'époque où il y avait encore des dessins dans les journaux, on posait ça et on partait. Et puis des fois on revenait en bredouille la semaine suivante où on avait oh, j'en ai 2, moi j'en ai 3, moi j'en ai 5 et on était heureux et ça permettait de vivre effectivement. Tout à fait. Merci. Merci. Nous ne pouvions pas recevoir à l'Académie Alphonse Allais, Monsieur Carrière, sans évoquer une spécificité de l'écrivain que vous êtes, une particularité rare, celle de vos talents multiples. Vous touchez à tout, Monsieur Carrière, aussi bien dans les genres exploités que dans les sujets abordés. Vous êtes en quelque sorte le couteau suisse de la pensée littéraire. Aujourd'hui, dans les grandes surfaces de bricolage, on appelle ça un outil multifonction. Si je le dis publiquement que vous êtes un spécialiste de la construction de murs en pierre sèche, par exemple, qui va me croire? Et pourtant, ça fait partie de vos attributions. J'ai donné des leçons. Oui, je l'ai trouvé, je l'ai vu. En ce qui concerne vos thèmes et vos œuvres, c'est la même chose. La religion, le doute, la guerre, la paix, la psychologie individuelle, la vie sociale. Pardonnez-moi, mais dans votre tête, c'est Capharnaüm là-haut. Hein. Non, mais je peux dire un petit mot que je l'ai dit quelque part, et c'est vrai, comme je suis d'une origine très modestement paysanne, je crois être un des rares auteurs à savoir encore aujourd'hui labourer avec un cheval, à condition de trouver un cheval qui sache. Et l'occasion m'a été donnée, il y a 5 ans, en Bourgogne. On m'a permis de labourer avec un cheval et j'ai constaté que je pouvais encore. C'est superbe. Merci. Il nous fallait donc trouver quelqu'un qui illustre autant que possible un pareil foutoir. Après mûre réflexion, chez nous, à l'Académie, on n'en a trouvé qu'un qui ressemble à ce point-là. Il va vous dire quelques mots. Et vous allez vous en rendre compte par vous-même. Mesdames et messieurs, voici Albert Mellet. Voilà. Voilà. Donc, Jean-Claude Carrière, dans votre œuvre qui est immense, pour choisir un sujet, on n'a que l'embarras du choix. J'en ai choisi 3. L'âme et la mort, les Amérindiens, et je terminerai, vous qui êtes conteur, par un petit conte. Alors, commençons par la mort qui finalement est une chose importante, car quand on calcule bien, et on s'aperçoit qu'on est quand même beaucoup plus longtemps mort que vivant. Bon, c'est bien sûr, mes calculs sont exacts. Alors, il y en a qui, comme vous, croient qu'après, il n'y a que dalle. Tel cet ami athée, vraiment athée, limite athée intégriste. Enfin, en tout cas, athée pratiquante. Et qui dit, après la mort, il n'y a rien et c'est tout. Et il y en a d'autres qui disent qu'après, il y a quelque chose. Mais dans ce cas-là, est-ce que ceux qui meurent jeunes sont morts plus longtemps? Enfin, ce qui est certain, c'est qu'ils ont une plus grande espérance de mort. Et s'il y a une vie après, l'on est en droit de se poser la question. Une fois qu'ils arrivent là-haut, est-ce que les athées décédés font la gueule? Je ne sais pas. Et Jean-Claude Carrière, vous êtes beaucoup intéressé aux Amérindiens qui, pour certains, se demandaient si Christophe Colomb et ses hommes avaient une âme. Des psychologues indiens, des
des petits sioux. Oui, des petits sioux, ils l'ont trouvé un peu dérangé. En effet, quand Christophe et ses hommes ont aperçu le rivage d'Amérique, ils ont tous crié comme des demeurés alors qu'ils n'habitaient même pas là. Hein. Ils ont tous crié « Terre, terre, terre !» Non, franchement, est-ce que les Indiens, eux, ont crié « Mer, mer, mer !» On peut dire qu'il était un peu malade. D'ailleurs, même les Indiens lui ont trouvé le visage pâle. Et on sait aujourd'hui qu'il avait la prostate. En effet, Christophe Colomb, à 50 ans, s'est découvert incontinent. Mais l'on sait aujourd'hui qu'il est parti avant tout pour des problèmes d'argent. En effet, l'on connaît la célèbre phrase du banquier de Christophe, la phrase du banquier de Christophe. Christophe Colomb a découvert. Et je terminerai, comme vous qui êtes conteur, par un petit conte de ma Bretagne natale. Donc, c'est un petit conte érotique celte, autrement dit, un conte cochon breton, que l'on côté au coin du feu, et dont voici l'extrait le plus chaud. Conte cochon breton. Devant l'âtre de la cheminée, devant la bûche que les flammes léchaient, le paysan ses sabots retira. Et la paysanne sa coiffe ôta. Voilà. C'était du Celtic hard, c'était juste un petit moment de hard celtique. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. C'est pas du tout pour faire rire, mais il y a une très belle phrase dans le Mahabharata sur la vie et la mort. La question que pose un lac est qui sont les plus nombreux, les vivants ou les morts? Et la réponse est les vivants, parce que les morts ne sont plus. Je vais rechausser. Nous touchons à la fin de cette cérémonie au grand soulagement de ceux qui sont restés debout. Il reste cependant deux thèmes qui vous concernent ô combien. Le premier, c'est le romantisme. Si être romantique, c'est être cyclotimique, passer brusquement du rire aux larmes, de l'enthousiasme à la mélancolie, de la foi au doute et de la bière au vin rouge sans l'ombre d'une transition, alors vous êtes un romantique, monsieur Carrière. J'ai donc cherché un texte romantique qui puisse vous toucher par son raccourci brutal des sentiments contraires et l'entrechoc des mouvements de l'âme. Je vous le lis et vous en découvrirez bien l'auteur vous-même. Céline, peux-tu me donner quelques accents romantiques, s'il te plaît? Alors, c'est facile. Elle était évidente et belle et sans artifice, comme une rose pâle au soleil de juin. Dans la tiédeur ouatée de cette brasserie, elle paraissait m'attendre tranquillement. Sans réfléchir, je me suis assis près d'elle. Pendant que je lui parlais, ses doigts graciles tremblaient à peine pour faire frissonner un peu le mince filet de fumée bleue montant de sa cigarette. Ne dites rien, madame. Je ne veux pas vous importuner. Je ne cherche pas l'aventure. Je n'ai pas de pensée trouble ou malsaine. Je ne suis qu'un pauvre homme qui cherche un peu d'amour pour réchauffer son cœur glacé à la chaleur d'un autre cœur. Ne me repoussez pas. Allons marcher un instant dans la ville. Ouvrez-moi votre âme l'espace d'un sourire et d'une coupe de champagne. Je ne vous demanderai rien de plus. Alors cette femme inconnue s'est tournée vers moi et son regard triste et lointain s'est posé sur moi qui mendiait le secours de son cœur. Et elle m'a dit, et je garderai à vie ces paroles gravées dans ma mémoire. Stop.
Je peux pas, je garde le sac à ma copine qui est au water et le champagne, ça me fait péter. Vous avez reconnu l'auteur. Oui. Alors donc nous arrivons au terme et je vous ai dit qu'il restait un dernier thème qu'on rencontre partout chez vous et auquel, franchement, je comprends rien. Mon fils, vous entretenez avec Dieu des rapports étranges. Je me demande même si vous avez, oui ou non, résolu le problème, si vous avez pris position une bonne fois pour toutes. Si tel n'est pas le cas, nous avons dans l'Académie, je devrais dire nous avions, mais je préfère garder le présent, tant il est vrai que le génie ne meurt jamais, je préfère vous faire écouter un texte de celui qui peut peut-être vous aider. Tout le monde va le reconnaître, et pour terminer, je lui cède la parole. L'autre jour, j'ai vu sur un mur « Dieu existe », je l'ai rencontré. Alors ça m'épate. Non pas que Dieu existe, hein, la question ne se pose pas, mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi, alors ça m'épate. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieu. C'était dans un petit village perdu de Lozère, abandonné des hommes. Et puis j'ai vu une lumière dans l'église, alors j'y suis entré, et là, j'ai vu Dieu. Dieu à genoux, qui priait. Et je me suis dit, qui prie-t-il? Il ne se prie tout de même pas lui-même, pas lui, pas Dieu. Alors je me suis approché et j'ai entendu. Il priait l'homme. Il disait, ô homme, si tu existes, un signe de toi. Alors je lui ai dit, rassurez-vous, mon Dieu, je suis là. Il s'est retourné, il a fait, oh, une humaine apparition. Mais je lui ai dit, mon Dieu, comment avez-vous pu douter de l'existence de l'homme, puisque c'est vous qui l'avez créé, et à votre image? Et il m'a répondu, oui, mais il y a si longtemps que j'en avais pas vu un dans mon église, que j'avais fini par croire que c'était une vue de l'esprit. Alors je lui ai dit, rassurez-vous, mon Dieu, je suis là. Et il m'a répondu, merci. Je vais pouvoir aller leur dire là-haut, l'homme existe, je l'ai rencontré. Il existe un texte d'Alphonse Allais sur le même thème où Dieu s'invite dans une partie un soir, on discute avec lui et la dernière phrase c'est à l'aube Dieu convainc de bonne grâce qu'il n'existait pas. Et aussi une chose qui est une phrase qui m'a suivi toute ma vie et que je me répète de temps en temps dans les moments un peu d'interrogation. Je l'attribue, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, à un ermite chrétien qui sillonnait les déserts de Syrie au IVe siècle de notre ère, aujourd'hui ensanglanté. Et cet ermite seul criait « J'ai une réponse, j'ai une réponse. Qui a une question ?» Alors, merci à tous. Alors, c'est sûr que j'ai l'habitude habituellement de citer les VIP dans une assemblée de cette nature, mais il y en a tellement. Vous êtes tous des VIP, donc je ne ferai rien de tout cela. Je vais maintenant vous accompagner dans la salle d'à côté où nous avons une dégustation de vin de Bourgogne. Une dégustation de vin de Bourgogne qui nous est offerte par le château de Couches. Et après cette dégustation, eh bien, nous avons repéré un petit restaurant rue de Clichy, mais nous n'avons pas à l'Académie Alphonse Allais les moyens de vous inviter tous pour conclure. C'est-à-dire que nous sommes riches en neurones, mais pas en euros. Donc, ce restaurant,
Il s'appelle Art Bistrot, il est 56 bis, avenue de Clichy, rue ou avenue? Rue de Clichy. Rue de Clichy, juste derrière. Il paraît qu'on peut sortir par les jardins et avoir accès à 50 mètres à ce restaurant. Alors, vous êtes les bienvenus. On a déjà indiqué que nous serions quelques dizaines, sans doute, mais chacun paiera son écho. Hein. Je vous en remercie. Alors, je remercie en effet les 30 académiciens, parce que c'est assez rare que nous arrivions à réunir en une seule manifestation 30 académiciens Alphonse Allais. Alors, je ne veux pas en citer un seul parce que tous les autres vont être jaloux. Je pense à Jean-Claude Dreyfus qui est là, qui est au loin, merveilleux. Bon, et à l'arrêt, bien sûr, mais non, je ne peux pas les citer. Je peux pas les citer tous. Et Patrick Préjean. Mais ils sont tous là et c'est vraiment tout à fait agréable. Marcel Amont est derrière aussi, vous l'avez tous vu. Hein, non. Voilà, alors écoutez, merci. Je pense que c'était grâce à Xavier. Ça a été une soirée vraiment réussie. En plus, on est dans les temps. Hein, je vous disais 3 minutes par intervenant. Chacun a tenu sa promesse. Il est 19h20. Donc, vous êtes conviés dans le salon d'à côté pour déguster les vins du château de Couches. Tu viens faire la photo? Merci. Claude. Ça va bien? Allez, encore une. Petit photographe, ouais.